Oppan Gangnam Style. Vous vous rappelez de Gangnam Style? La chanson qui a rendu le monde complètement fou en 2012. Première vidéo de l'histoire à atteindre 1 milliard de vues. Aujourd'hui, elle est à plus de 5,7 milliards. Et tous les gens qui l'écoutent n'ont même pas idée que ce tube dansant à la base parle en réalité d'un truc super glauque. La misère sociale et déprimante du pays. Et au début du clip, il y a une scène chelou avec un pont et des canards. Tu crois que c'est un décor juste random? Ce pont existe vraiment et il est très tristement célèbre pour son record en Suisse. Oui, il a tourné son clip sur un pont où les gens sautent. Eh ben, c'est un rapport avec ce qu'on appelle Gangnam. Gangnam, c'est le quartier le plus cher de Séoul. Un peu genre le Marais, mais en plus clinquant et version coréenne. Là-bas, t'as les riches, les fils à papa qui claquent des fortunes en sac Gucci, en montre Cartier. Et autour, t'as toute une armée de gens fauchés qui se ruinent juste pour avoir l'air riche. Des étudiants qui sautent des repas pour s'acheter juste un café Starbucks et pouvoir le siroter en marchant dans le bon quartier. Eh ben, justement, c'est ça, le Gangnam Style. Économiser à fond sur ta vie pour faire genre tu es riche. Et c'est ça que dénonce Psy justement. Et pour tous ceux qui n'arrivent pas à suivre le rythme de cette société ultra compétitive, eh ben, direction le pont du début du clip. C'est le pont de Mapo, rebaptisé le pont de vie. À ironie puissance 3000. Pendant des années, vous imaginez, il y avait 2 personnes par jour qui se sur ce pont. Ah, l'État a tout essayé. Des cabines téléphoniques tous les 100 mètres qui te connectent direct à un psy. Des caméras partout avec une IA qui analyse tes mouvements pour essayer de comprendre si tu veux te... Ils ont installé des rampes tournantes pour empêcher les gens de grimper. Et il y a plein de messages écrits de partout. On t'aime. Le meilleur est à venir. Tu sembles inquiet. Tout va bien? Mais ça n'a pas du tout marché. À cause de messages, le nombre de a encore augmenté. Donc ils étaient obligés de les retirer. Et le pont reste jusqu'à aujourd'hui un symbole tragique. Le monument de ceux qui n'ont pas survécu à la pression du Gangnam Style. La façade qui brille, mais où derrière les néons tout le monde s'effondre. Vous voyez cet avion-là? C'est la compagnie Korean Air. Ah, il est plein à ras-bord, tout fonctionne bien, les passagers sont confortablement installés, et soudain l'appareil fait demi-tour et rentre à la porte d'embarquement. Alors pourquoi une panne de moteur, une alerte à la sécurité? Pas du tout. C'est parce qu'une héritière a mal reçu ses cacahuètes. Ouais, tout ça à cause des cacahuètes. Qu'est-ce que tu me racontes là? Donc cette femme s'appelle Heather Shaw, la fille du PDG de la compagnie. Et ce jour-là, elle voyage en première classe et l'hôtesse lui sert un petit sachet de noix fermé. Erreur fatale. Le démon de la bourgeoisie descend direct du ciel. Comment ose-t-on me donner des cacahuètes dans un sachet? Heather chope son iPad, elle, bam, l'hôtesse. Elle ordonne à un autre steward de s'agenouiller pour s'excuser. Quand t'as du pouvoir, c'est zéro dignité. Et ça va même plus loin. Parce que Heather ordonne de faire demi-tour à l'avion, avec 250 passagers à bord, juste pour virer le personnel coupable du crime de la cacahuète. Les hôtesses descendent du vol, humiliées, virées, pendant que l'avion attend docilement, comme si c'était normal. Et donc l'histoire explose dans les médias. Le public s'enflamme, la Korean Air essaie de sauver la situation en expliquant que Madame Shaw est responsable de la qualité du service à bord. Elle faisait juste son travail. Ah oui, donc maintenant frapper des employés avec un iPad, c'est du management. Et donc les Coréens pètent un câble. Sachant que nulle part dans les notices c'est marqué que les cacahuètes doivent être servies sur une assiette. Donc les Coréens pètent un câble, boycott total de la compagnie, perte monstrueuse, image détruite, les hôtesses portent plainte. Et là, le papa milliardaire, il commence à sentir l'odeur de ses propres cacahuètes grillées. Et donc il oblige Heather à faire des excuses publiques. Je m'excuse sincèrement d'avoir causé de la peine à tout le monde. Pardonnez-moi. Ah, la scène est surréaliste. Et en Corée, c'est une faute très grave, parce que mettre en danger un vol, détourner un avion, c'est 5-10 ans de prison. Et bon, elle va en faire 3. 3 mois, rassurez-vous, bien sûr. Quand t'es fille de milliardaire, et mets un gros like si toi aussi t'as envie de cogner le petit doigt de pied de cette Heather contre un coin de porte jusqu'à ce qu'elle crie de souffrance. Eh ben c'est ça le décor, le véritable K-drama, hein, le miracle coréen. Les tours étincelantes de Samsung, LG, Hyundai, les symboles du succès national. Et juste en dessous, les quartiers pauvres, les banjia qu'on a découverts dans Parasite. T'as déjà été en Corée toi? Parce que t'en penses quoi? Moi jamais, donc j'ai essayé de faire mon enquête là-dessus. Donc s'il y a des points que t'aimerais affiner, apporter des détails, tu le mets dans les commentaires. Et si toi t'étais dans ce vol de Korean Air, regarde ici, à quel siège tu t'assois? Et alors dites-moi, êtes-vous prêt à découvrir comment une petite péninsule sans ressources, coincée à côté d'un voisin nucléaire complètement imprévisible, a réussi à devenir la 10e économie mondiale, envahir la planète avec ses téléphones, ses voitures, sa musique et ses dramas, tout en faisant de ces humains les êtres les plus stressés, dépressifs et alcoolisés du monde? Alors, c'est parti.
Vous connaissez ça, je pense, le groupe de K-pop le plus populaire au monde, les BTS. Si t'es un fan, dis-le moi dans les commentaires. On va pas se moquer, je te jure. Ils font des millions, que dis-je, des milliards de vues pour chaque clip. Et leurs fans, c'est pas juste des ados hystériques. Même les présidents américains les écoutent. Bienvenue à la Maison Blanche. Oui, Biden les avait invités comme s'ils étaient venus pour signer un traité de paix. Mais il y a à peine 50 ans, la Corée du Sud, c'était complètement une autre histoire. C'était un pays qui était au même niveau et qui ressemblait beaucoup à son voisin du Nord. Regardez le PIB des deux Corées en 1974. Bah, c'est exactement la même galère. Parce qu'en fait, à Séoul comme à Pyongyang, à l'époque, ce sont deux dictatures qui dirigent. Des mecs qui contrôlent tout. L'économie, les médias, la culture, jusqu'à la longueur de tes cheveux. Ah oui, dans la future patrie du K-pop, on interdisait les jupes beaucoup trop courtes et les cheveux beaucoup trop longs. Voilà à quoi ressemblait un salon de coiffure à la coréenne dans les années 70. Un flic attrape un mec dans la rue parce qu'il a les cheveux beaucoup trop longs, il le traîne au commissariat et il lui rase la tête. Les cheveux longs, réservés aux femmes seulement. Et donc près de 12 000 hommes se sont fait embarquer par la police, simplement parce que leur coiffure ne plaisait pas aux autorités. Et du côté de l'économie, c'est pas très joyeux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, à peine la paix signée, la péninsule se replonge dans une nouvelle guerre, la guerre de Corée. Et voici une carte des combats entre la Corée du Sud et du Nord. Elle se résume à un aller-retour sanglant. D'abord, c'est le Nord qui gagne, puis ensuite c'est le Sud qui reprend le dessus. Et à la fin, tout le monde revient exactement au même point de départ, sur cette ligne qu'on appelle la 38e parallèle. Donc au final, c'était juste inutile et impitoyable. C'est sans doute la meilleure définition de cette guerre. D'ailleurs, de toutes les guerres. Et quand ça s'achève sous un feu d'artifice en continu, eh ben la Corée du Sud se retrouve dans un trou de ballon économique. À l'époque, toute la puissance industrielle de la péninsule se trouvait au nord. Les usines, les mines, la production d'électricité, 80% de l'énergie du pays venait de là-haut. Et ce qui restait dans le sud, rasé, détruit, pulvérisé par la guerre. La population, elle était massivement analphabète, environ 80% des gens ne savaient même pas lire. Le chômage explosait, la faim rangeait tout, les maladies se propageaient. À ce moment-là, la Corée du Sud était un des pays les plus pauvres de la planète. Le nord était beaucoup plus riche. Pas d'eau, pas de transport, pas d'électricité. Et ce sont toujours les enfants qui souffrent le plus. Alors pour ceux qui ont voyagé à travers la Corée, ils l'ont bien vu que la grande partie du pays, ce sont des montagnes basses et en réalité on peut cultiver que 20% des terres. Donc pour avoir de la nourriture et du carburant, il faut les acheter quelque part, donc l'importer. Et pour l'acheter, il faut gagner de l'argent, donc il faut vendre quelque chose. Et les Coréens commencent par produire ce qui est facile à fabriquer, donc des chaussures, du linge, des vêtements. Oui, alors c'est pas fameux, et surtout on connaît pas de grandes économies modernes qui ont réussi en vendant des slips. Donc il faut passer à une étape d'industrie supérieure. Et pour cela, le pouvoir sud-coréen choisit une trentaine d'entrepreneurs proches du président. Les copains du régime, quoi. Et justement, c'est historique, parce que c'est ces 30 copains du régime qui vont ensuite devenir les grandes familles de mafia qui détiennent tout le pays aujourd'hui. On les appelle les chaebol. Samsung, c'est un chaebol. Hyundai, c'est un chaebol. LG, encore un autre. Et pourquoi ils sont apparus? Parce que pour un gouvernement, c'est toujours plus simple de négocier avec 30 familles riches et dociles, plutôt qu'avec des milliers de petites entreprises et des millions de pauvres. Et donc une fois qu'ils ont été choisis, le gouvernement leur ouvre le festival des générosités. Besoin d'argent? On vous en donne autant que vous voulez. Besoin de main d'œuvre? Mais prenez les mecs là, traitez-les comme vous voulez, même les payez même pas. Et donc les gens travaillaient des 20 heures par jour, 7 jours sur 7. Pour éviter des réclamations, on interdit les syndicats, les grèves, on supprime les inspections du travail. Et donc forcément, les Coréens, ils commencent par en masse à cause donc de l'épuisement, des usines toxiques ou alors du stress. Et les chaebol, eux, ils rendent de compte à personne. Tout est sacrifié au nom d'un seul objectif. Produire quelque chose que le monde entier voudra acheter. Et pour les motiver encore plus, l'État va leur accorder des crédits à moins 20% d'intérêt. Oui, moins 20%. C'est-à-dire, si par exemple t'empruntes 1000 won, tu ne rembourses que 800. Le business model du paradis, mais qu'est-ce que j'aimerais ça, je te jure. Mais il y avait une autre condition. Jusqu'aux années 1980, ces entreprises avaient l'interdiction de vendre leurs produits high-tech sur le marché local. Par exemple, les télévisions couleurs fabriquées en Corée ne pouvaient pas être vendues en Corée. Tout devait partir à l'export. Tout ça pour empêcher les entreprises de s'enrichir sur un public facile. Il faut les forcer à devenir compétitives à l'international. En gros, la Corée du Sud a en quelque sorte copié le modèle japonais, mais avec une quinzaine d'années de retard. Comme au Japon, des millions de gens se forment à de nouveaux métiers, des usines sortent de terre, des industries apparaissent à partir de rien. Et petit à petit, le pays commence à créer des produits totalement nouveaux. Vous saviez par exemple que le tout premier lecteur MP3 a été créé par une entreprise coréenne, ou que les Coréens ont aussi vendu le tout premier ordinateur tablette du monde. Et forcément, avec ce modèle, l'économie explose. Les gens commencent à gagner plus, et aujourd'hui, on peut le dire,
Ça a marché. En quelques décennies, la Corée du Sud est passée du néant à la 12e position économie mondiale. Mais à quel prix? Parce que Samsung, Hyundai, LG, Daewoo, la moitié de l'économie du pays est contrôlée par quelques dizaines de chaebol. Chaebol qui littéralement veut dire groupe de riches. Donc ces familles qui dirigent tout. Leurs enfants qui vivent aujourd'hui dans un luxe obscène, qui blanchissent de l'argent, achètent la police, et parfois futent des hôtesses avec un iPad. Et les simples citoyens, eux, ils continuent de travailler, et puis de mourir, comme avant, épuisés, intoxiqués, oubliés. Voici Yumi. Elle avait 21 ans, c'est une étudiante brillante, embauchée chez Samsung, à peine diplômée. Son job, c'était de plonger des microcircuits semi-conducteurs dans des produits chimiques, jour après jour, pour fabriquer les puces qui alimentent nos téléphones. Une belle carrière, sur papier. Yumi était allongée sur le lit. Elle m'a dit « Papa, j'ai très chaud ». Et une seconde plus tard, j'ai vu son dernier souffle. Ses yeux étaient grands ouverts. Yumi est d'une leucémie, due à l'exposition prolongée au solvant. Et pendant qu'elle agonissait, un représentant de Samsung est venu pour voir son père à l'hôpital. Les soins de ma fille coûtaient 55 000 $. Le manager de Samsung m'a apporté 5 chèques de 1 000 $ chacun. Ils m'ont dit, l'entreprise n'a pas d'argent. Prenez ça et oublions toute cette histoire. Je lui ai demandé, mais pouvez-vous reconnaître que c'est une maladie professionnelle? Et il m'a répondu, vous comptez vraiment vous battre contre Samsung? Et en effet, à qui tu vas aller te plaindre quand t'es un simple chauffeur de taxi? Les tribunaux, ils sont tous achetés. La presse, impossible. Aucun média n'oserait publier ça. Samsung est un des plus gros annonceurs du pays. Mais la vérité, on la voit sur ces photos. Des pères, des mères et des frères tenant des portraits de leurs proches morts d'un cancer après avoir travaillé chez Samsung. Évidemment, personne n'a jamais été condamné pour ces morts. Et ces magouilles politiques en Corée du Sud ont toujours la même origine. Derrière le succès brillant du pays, il n'y a que quelques familles toutes puissantes qui possèdent littéralement la moitié du pays. Dans les années d'après-guerre, c'était des petits ateliers familiaux, des garages, des réparateurs de machines. Mais avec le soutien de l'État, ils se sont transformés en géants mondiaux. Donc Samsung, Hyundai, LG, tout ça, vous les connaissez. Mais ces entreprises ne vendent pas juste des téléphones ou des frigos. En Corée, elles font tout. De la production alimentaire à la construction d'autoroutes, jusqu'à la fabrication d'armes lourdes. Et aujourd'hui, leurs dirigeants sont impliqués dans des scandales de corruption à plusieurs centaines de milliards de $. Notre société et notre État ont nourri les chaebol. Et maintenant, c'est eux qui contrôlent l'État et le peuple à travers le système judiciaire. Ah, ce gars ne raconte pas de conneries, hein. Les chaebol, ce sont pas juste des riches entrepreneurs. Ce sont de véritables oligarques beaucoup plus puissants que n'importe quel président. C'est eux qui dirigent réellement le pays. Ça rappelle certains pays, hein. Donc c'est facile à comprendre. Regardez les patrons de grandes entreprises coréennes. Tous ont gardé leur poste toute leur vie, accumulé influence et argent. Puis ils ont transmis leur empire à leurs enfants, en toute sécurité dans un confort royal. Aucune taxe de transmission, rien du tout. Et maintenant regardez la liste des présidents sud-coréens. En 70 ans, il y en a eu 12. Et ils ont tous connu un destin hyper tragique. Ah, si vous voulez, on compte ensemble. Syngman Rhee, renversé. Young Po-jun, renversé. Park Chung-hee, assassiné. Choi Kyu-ha, renversé. Chun Do-hwan, condamné à mort. Roh Tae-woo, 17 ans de prison. Kim Yoon-sam, passé par la case prison. Kim Dae-jung, condamné à mort. Roh Moo-yoon, s'essuie en sautant d'une falaise. Lee Myung-bak, 17 ans de prison. Park Jae-hee, 24 ans de prison. Moon Jae-in est parti tranquillement à la retraite. Vraiment l'exception qui confirme la règle. Sarko, on sait en fait de qui il s'est inspiré, hein. Évidemment, le dernier de la liste, Yoon Suk-yeol, devenu une vraie star des journées après avoir déclaré la loi martiale avant d'être arrêté puis destitué. Le premier président à avoir été arrêté avant même d'avoir été destitué de ses fonctions. Mais économiquement, c'est vrai que tout semblait marcher. Mais le problème, c'est que quand tu nourris les mêmes familles pendant 70 ans, elles finissent par se ramollir. Elles ont plus de concurrence. Donc leurs produits perdent en compétitivité et les employés, ils commencent à en avoir ras-le-bol. Donc les ventes commencent à chuter et par exemple en 2018, des centaines de milliers de travailleurs coréens descendent dans la rue. Ils réclament que le gouvernement s'attaque enfin au monopole des chaebol, ces géants intouchables qui contrôlent tout, du prix du riz à celui du smartphone. Et là on comprend qu'en fait, la Corée du Sud, malgré ses débats télévisés, ses élections, ses dramas patriotiques, en fait, c'est pas une réelle démocratie. Non. C'est juste une oligarchie, bien emballée dans du K-pop et du high-tech. Et en Corée, le culte de l'argent, il descend du sommet de l'État jusqu'au dernier employé du bureau. Là-bas, ta valeur en tant qu'être humain, c'est ton compte bancaire. Et là-bas, pour avoir de l'argent, tu ne bosses pas à 100%. Tu bosses à 1000 milliards de pourcents. C'est d'ailleurs la principale raison pour laquelle la Corée du Sud détient le taux de suicide
plus élevés du monde. Imaginez un instant si vous étiez né là-bas. Les 3 premières années, tout va bien, c'est tétine, dessin animé, insouciance. Mais dès tes 4 ans, ça commence. Cours privés, école du soir, prépa intensive, 5 heures par jour avant même le CP. Et à partir de la première année d'école, tu bosses 15 heures par jour. 15 heures de cours par jour. Tu manges avec un livre, tu vas aux toilettes avec un livre, tu respires avec un livre. Ta vie entière devient un long devoir maison. Et ça dure 20 ans. Jusqu'à ce que tu sortes enfin de l'université, épuisé, mais fier. Et au final, pour découvrir que tous les efforts que t'as fait, ça ne te sert à rien. Parce qu'autour de toi, tout le monde est aussi diplômé que toi. Aucun job, aucune différence, juste une armée de cerveaux formatés à l'excellence. J'ai traversé l'enfer pour finir l'université. Et maintenant, je n'ai aucune idée d'où travailler. 70% des jeunes sud-coréens rêvent de quitter le pays. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'emplois et que ceux qui existent sont contrôlés par les chaebols. Et les chaebols, eux, ils s'en fichent complètement. S'il y a un employé qui est pas content de comment tu te conduis ou du salaire, c'est casse-toi, il y en a 10 autres qui attendent. Donc en gros, au début, tu vis pour étudier, ensuite, tu travailles pour survivre. Et tu meurs d'épuisement ou de honte si t'as raté ton but. Et pour espérer décrocher le moindre des boulots, il suffit pas des diplômes. Il faut aussi avoir la bonne tête. Oui, genre littéralement. Et en Corée, si tu veux une chance d'être embauché, tu dois être parfait. Ou au moins en donner l'illusion. Et donc un tiers des femmes et un quart des hommes passent par la chirurgie. Et très souvent, ce sont des parents eux-mêmes qui paient l'opération en cadeau de fin d'études. Et les chirurgiens esthétiques eux-mêmes le disent. La meilleure des opérations, c'est celle qu'on ne fait pas. Et donc évidemment, tout ne se passe pas toujours bien. Il y a cette jeune fille, par exemple, qui s'est fait refaire les pommettes et les paupières. Elle ne peut plus fermer un œil complètement. Et dans sa bouche, il reste un espace où la nourriture et la salive stagnent mais pourrissent. Sympa tout ça. Bienvenue dans le pays où le CV se lit directement sur ton visage. Et même si tu réussis donc tout ce parcours du combattant et que tu arrives à trouver un métier prestigieux, la vraie vie t'attend derrière la porte et elle n'a rien de prestigieux. Parce qu'une semaine normale de travail en Corée, c'est 68 heures. 68. Ouais. Ça veut dire un seul jour de repos sur 7. Et les autres, tu bosses 11 heures par jour. Bon là, récemment, ils se sont un peu allégés. Ils sont passés à 52 heures par semaine. Les Sud-Coréens appellent le rythme de travail le 996. De 9h du matin à 9h du soir, et 6 jours par semaine. Et tu vis comme ça jusqu'à ta retraite. Alors, est-ce qu'il y en a ici qui rêvaient de partir vivre en Corée du Sud? Et quand tout le pays vit sous ce niveau de pression constante, il y a une conséquence inévitable. Tout le monde picole. Les Sud-Coréens sont tout simplement le peuple le plus alcoolique du monde non européen. Selon les chiffres officiels, chaque habitant boit en moyenne 366 canettes de bière par an. Ça veut dire une par jour. Et ça, c'est sans compter la fameuse vodka locale, le soju, que les gens d'ailleurs mélangent souvent avec la bière, pour se faire des cocktails explosifs. Et d'ailleurs, désolé de vous décevoir, mais si vous viviez là-bas, vous ne trouverez probablement pas votre amoureux ou amoureuse. En Corée du Sud, les gens se rencontrent très difficilement. D'abord parce que la culture ne veut pas qu'on adresse la parole à des inconnus. Et ensuite, tout simplement parce que tout le monde travaille. Personne n'a le temps d'aimer qui que ce soit. La solitude là-bas, c'est une épidémie nationale. Et c'est mauvais pour la santé. Donc certains adoptent un chat ou un chien, mais faut-il encore avoir l'argent pour s'en occuper? Alors les Coréens ont trouvé une alternative révolutionnaire. C'est un animal de compagnie qui ne coûte rien. Et il ne bouge pas. Et c'est un caillou. Oui, je vous jure, c'est un vrai caillou. Je ne plaisante pas. Ces animaux en pierre sont devenus des best-sellers. Bienvenue dans le seul pays du monde où les gens ont remplacé Tinder par un caillou. Et même si vous trouvez quelqu'un et vous essayez de créer une famille, si vous voulez faire un enfant, mais ça coûte des milliards. Les prix s'en foutent. Je ne parle même pas d'acheter un appartement. Les gens regardent les vêtements que porte un enfant. Même les petits se jugent entre eux selon les marques qu'ils portent. Aujourd'hui, le taux de natalité en Corée du Sud est de 0,72 enfants par femme. Un record mondial. Le pays ne fait que vieillir. Pire, il est en train de s'éteindre. Alors beaucoup de pays règlent ce problème démographique à l'aide des migrants. Ils font venir de jeunes travailleurs étrangers, souvent discrets, respectueux des lois et plein d'énergie. Mais en Corée du Sud, ça, c'est impensable. Parce que les Sud-Coréens, disons-le franchement, sont d'énormes racistes. Mais il existe surtout un peuple qui déteste encore plus que tous les autres. C'est la Corée du Nord. Bon, là au moins il y a une raison. Depuis qu'en 2013, Kim s'est offert l'arme nucléaire, et chaque année il teste des versions encore plus puissantes, avouez que c'est un peu stressant quand t'as un voisin qui arrête pas de jouer à Call of Duty en version réelle. Mais ce qui fait encore plus peur, c'est de savoir que l'armée sud-coréenne, elle est censée protéger le pays, mais quand tu vois son efficacité, t'as des doutes. Le 6 mars 2025, les habitants du village de Hongcheon, près de la frontière de la Corée du Nord, ont été réveillés par une série d'explosions monstrueuses, juste devant leurs fenêtres. Une onde de choc a détruit la moitié du village. Panique totale, évacuation générale. Tout le monde pense, ça y est, la guerre avec la Corée du Nord a commencé. Sauf que non. Les bombes provenaient
de leur propre avion. Ouais, c'est un pilote sud-coréen en plein exercice militaire avait juste mal entré les coordonnées de la cible. Et donc 8 bombes tombent directement sur des civils. Un vrai génie le pilote. Il est capable de perdre un duel en étant tout seul. Forcément après ça les gens ils se sentent plus en sécurité. Et quand le soir ils sont assis dans leur minuscule appartement tremblant de peur, avec comme seul ami une taille de whisky, et ben c'est là qu'ils vont entendre frapper à la porte. Et derrière, 2 personnes souriantes avec des brochures de la Bible. Bonjour, avez-vous entendu parler de notre église de l'unification? Et oui, en Corée, ils ont leur grand messie qui s'appelle Sun Myung-moon. Un type qui a littéralement fait boire à ses fidèles du vin mélangé à son musper et à son urine. Belle robe. Il a marié plus de 100 000 de ses adeptes. Des couples qui ne s'étaient jamais rencontrés avant la cérémonie. Et on leur a fait payer 10 000 $ chacun pour ce service. Juste dans une de ces cérémonies où il y avait 28 000 personnes. Alors je te laisse faire le calcul, 28 000 multiplié par 10 000 $, le business plan du paradis. Un vrai génie du capitalisme spirituel ce mec. Donc il prétendait guérir de la dépression, mais en réalité il a juste trouvé comment la monétiser. Et quand le ministère de la Justice et le fisc ont découvert qu'il utilisait l'argent de ses fidèles pour se construire une villa privée et acheter des voitures de luxe, on aurait pu penser qu'il finirait derrière les barreaux, et puis non. Parce que Dieu l'a protégé. Non. Parce qu'il a tout simplement payé les bonnes personnes. Et de toute façon, en Corée du Sud, ils sont tellement habitués à aduler des gens, comme la K-pop par exemple. C'est pas humain là-bas, c'est une divinité. Il existe un département entier du ministère de la Culture dédié à la K-pop. Un ministère de bouge ton cul pour le PIB. Et franchement, je me le demande moi. Est-ce qu'un jour en France, on va finir par voir un ministre du rap ? Hein, vu comment c'est parti, franchement, moi je m'attends à tout. Hein. Mais pourquoi le gouvernement s'intéresse autant à la K-pop? Prenons par exemple les BTS. À eux seuls, ils ont rapporté 4,6 milliards de $ à l'économie sud-coréenne. C'est autant qu'un pays entier, comme par exemple les Maldives ou le Monténégro. Alors oui, ces mecs, c'est pas juste des chanteurs. Ce sont des trésors nationaux qui dansent. Et d'ailleurs, selon les statistiques, un touriste sur 13 vient en Corée du Sud, justement, pour la K-pop. Ah non, c'est pas pour les temples ou le kimchi. Hein. Et la K-pop, c'est une industrie entière. Une machine à cash parfaitement huilée. Il existe même des écoles pour former leurs futures idoles. Avec des coachs, des régimes et des chirurgiens de garde. On te dit quelle opération chirurgicale tu dois faire, combien de kilos tu dois perdre, combien d'heures tu dois chanter ou danser chaque jour. Et malgré tout ça, la plupart des artistes K-pop sont pauvres les premières années. Ah, il faut qu'ils remboursent en fait leur formation, le logement, les clips, les albums, les costumes et même la nourriture. En vérité, toutes ces écoles, c'est des magouilles. Et puis même, quand ces groupes K-pop réussissent et deviennent très célèbres, ces idoles coréennes sont loin d'être des modèles de vertu. On a l'exemple parfait avec le scandale du club Burning Sun. On a découvert que plusieurs chanteurs les plus connus du pays drodront les filles dans ces boîtes de nuit pour les ver et filmer tout ça. Pendant des années, ça continuait et avec le bakshish, les policiers ils disaient rien. Ici, j'ai une vidéo d'un mec qui s'est fait attraper et qui s'est fait défoncer. Je peux pas la montrer sur YouTube, ça sera sur mon Telegram. Et ces histoires dégueulasses, c'est pas un cas isolé. Hein. Filmer des femmes à leur insu, c'est un hobby chez eux. Une sorte de tradition locale. Ça s'appelle le molka. En fait, des types planquent des caméras dans les toilettes, dans les vestiaires, dans les cabines de change. Et ces vidéos se retrouvent ensuite sur des sites... c'est un véritable fléau national. Et le pire, c'est qu'il n'existe aucun moyen efficace pour s'en protéger. Même les autorités sont dépassées, ils savent plus quoi faire. Les caméras miniatures se vendent librement et la justice punit à peine les coupables. La situation est devenue tellement insupportable que des milliers de femmes ont manifesté à Séoul juste pour réclamer le droit élémentaire de pouvoir faire pipi en paix. Alors je vais être honnête avec vous, ça me rend triste de voir des gens extasiés devant tous ces buildings à Séoul. Quelle modernité, quelle réussite, quelle nation exemplaire. Alors bien sûr, c'est un très beau pays et puis les Coréens sont des gens magnifiques, mais leur système est quand même assez pourri. C'est un pays où en fait les sourires cachent des dettes, des désillusions et des antidépresseurs. Un pays où personne ne rit vraiment, mais où tout le monde applaudit très fort. Alors mes Yagadou, dites-moi ce que vous pensez de la Corée dans les commentaires. Dites-moi les points sur lesquels je me suis trompé, les points avec lesquels vous êtes d'accord avec moi. En tout cas, moi je vous fais un maximum de Yag et la Kiss et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo qui va arriver mais très bientôt. Mode.